Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer. Voilà, l'enregistrement est lancé. Je vous salue tous, les étudiants de master et tous les autres qui ont une curiosité intellectuelle tout à fait saine en voulant participer à cette présentation. Vous savez qu'à l'IUS, tout est transparent, tout est lisible. Une conférence de nos doctorants ou de nos professeurs ou de tout autre étudiant est toujours un moment de partage, pas seulement au sein de l'IUS, mais dans le pays tout entier et au-delà. C'est pourquoi les auditeurs présents qui ne sont pas de l'IUS sont les bienvenus. Sont les bienvenus. Alors, nous sommes ensemble. Donc, je salue tous les auditeurs, tous les présents. Je salue particulièrement l'orateur à qui je vais passer la parole dans quelques minutes, dans quelques secondes même. Et donc, je vous informe que chaque année, nous faisons une conférence inaugurale qui porte sur n'importe quel thème. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire parler un doctorant à nous aujourd'hui, mais ça aurait pu très bien être sur l'insécurité nationale, hein, ça peut être n'importe quoi. Nous faisons une conférence et les sujets sont très vagues, très libres, très variés. Alors, nous faisons ça chaque année aussi bien pour les licences que pour les masters. Pour les deux, nous faisons ces conférences-là. Alors, nous l'avons fait déjà pour la licence. C'était le docteur Providence qui avait fait une intervention. Aujourd'hui, pour les masters, la conférence est animée par un futur ex-doctorant, puisqu'il a tellement avancé sur sa thèse qu'il va bientôt soutenir sa thèse et il ne sera plus doctorant, mais il sera un ex-doctorant. Donc, il est futur ex-doctorant. Et nous avons pensé, à la direction de l'IUS, nous avons pensé qu'il est important que ce futur ex-doctorant vous motive et vous montre en quoi faire des études, c'est exigeant. On ne fait pas des études en dormant 6 mois par année, en se réveillant quand les échéances arrivent, mais c'est un travail régulier, soutenu, sans arrêt. Celui qui dort pendant 6 mois pour faire son mémoire de master et qui se réveille à partir du mois d'avril et nous faisons comprendre toutes sortes d'excuses, eh bien, il est malvenu chez nous. Donc, il va vous expliquer comment faire des études, c'est une forme d'abnégation intelligente et succulente aussi. Parce que faire des études, faire de la recherche, c'est agréable. C'est très agréable quand on a compris quelque chose, quand on a vu comment les choses fonctionnent, et bien on est content de comprendre ce que dans un article il est exposé, ce qui est dans un ouvrage, ce qui est dans une recherche. Et bien c'est très satisfaisant, hein, de comprendre ce qu'on écrit. Donc, aujourd'hui, nous avons choisi de traiter d'un sujet qui est la rédaction de la thèse, fondement, exigence et parcours académique. Et nous n'avons pas pris n'importe qui pour le faire, même pas moi qui ai fait toutes ces exigences, mais il y a bien longtemps déjà. Mais nous demandons à M. Luc Diebenit Alexis de vous exposer tout librement son expérience. Hein, son expérience, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et bien, vous faire partager son expérience, puisque, comme je vous l'ai dit, son expérience est presque déjà derrière lui en matière de soutenance de thèse, puisqu'il est vers la fin. Il est vers la fin. Donc, je vous présente Luc
Dieu bénit Alexis, qui va prendre la parole immédiatement. Luc, je te propose de prendre la parole tout de suite. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, docteur Fred Célimène. Bon, je peux dire que Fred, c'est mon mentor. C'est mon mentor. Il m'a aidé beaucoup dans la réalisation de la thèse. Donc, c'est un plaisir d'être là ce soir et pour partager avec les doctorants dans un premier temps de l'IUS et partager mes expériences. Et aussi, on a déjà remarqué des étudiants, que ce soit à l'Université de Port-au-Prince, des étudiants à la faculté de droit et des sciences économiques qui sont là. Donc, on a un très bel public et ce sont des gens, je pourrais dire, engagés dans l'étude et qui devraient, en quelque sorte, commencer avec la recherche ou bien initier dans la recherche. Donc, c'est un plaisir. Merci beaucoup au staff de l'IUS et le président et le directeur académique et aussi le directeur de l'école doctorale, tout le monde. Merci d'être là. Et merci aussi aux autres étudiants qui ont compris la nécessité d'être là pour nous écouter à travers ce moment d'échange. Alors, comme vient de dire le docteur Célimène, le sujet qu'on aura plus ou moins à réfléchir avec vous, c'est rédaction de la thèse, fondement, exigence et parcours académique. On a déjà ce plan et une mise en contexte. Après la mise en contexte, on va voir 3 points importants, thèse et les fondements, thèse les exigences, thèse le parcours académique, comme est intitulé le sujet, pour rester dans le sujet, pour ne pas être hors sujet. Donc, on a thèse et les fondements, thèse les exigences académiques, les exigences, thèse, parcours académique. Et en guise de conclusion, je vais partager avec vous 5 leçons. 5 leçons. Et en rédigeant ma thèse, je vais partager avec vous 5 leçons. Alors, concernant la mise en contexte, on sait que ce soit au niveau de licence, au niveau de master, au niveau de doctorat. Donc, quand on fait une recherche, c'est un moyen privilégié qu'on a. C'est un moyen privilégié pour l'acquisition de la connaissance. Et pour l'acquisition de la connaissance ou bien la production de la connaissance, donc on n'a pas d'autre moyen, on a la recherche. Voilà pourquoi les recherches visent plusieurs objectifs. On peut avoir comme objectif explorer un phénomène. L'exploration de phénomènes, surtout quand on fait des études qualitatives. Donc, on peut avoir comme objectif d'explorer la description même de la situation. Là, c'est des verbes d'action, on les appelle comme ça en recherche. Vous avez des verbes d'action utilisés pour formuler les objectifs. Expliquer, prédire et contrôler un phénomène. Et ce qui fait que, au préalable, le chercheur a besoin de se positionner et de se positionner suivant 3 dimensions. Il y a la dimension ontologique, il y a la dimension épistémologique, il y a la dimension méthodologique. La dimension ontologique, il faudrait cadrer la recherche dans une vision du monde ou bien dans la vision du monde.
C'est une recherche qu'on fait, même si le terrain, c'est Haïti, mais il faut situer la recherche dans la vision du monde. Dans la vision du monde, c'est l'aspect ontologique. Il y a l'aspect épistémologique. Il faudrait situer aussi la recherche dans un contexte ou bien dans une étude paradigmatique. Donc là, il faudrait orienter la recherche. Et troisièmement, il y a la dimension méthodologique. La dimension méthodologique, là, il faut nous dire quel type de recherche qu'on compte faire. Est-ce que c'est une recherche axée sur le quantitatif? Est-ce que c'est une recherche axée sur le qualitatif? Est-ce que c'est une recherche mixte? Mais attention quand on dit recherche mixte, parce que à chaque recherche, il y a une épistémologie. Mais si vous avez une double épistémologie, dans ce cas, vous compliquez votre vie et il y aura beaucoup de travaux, beaucoup d'activités à entreprendre. Et alors, quand on dit la recherche, c'est un processus fondé sur la collecte, et quelle que soit la recherche, c'est fondé sur la collecte et l'analyse systématique des données empiriques. Voilà pourquoi nous disons que les résultats, les résultats de la recherche, c'est toujours le fruit du sacrifice. Si quelqu'un ne veut pas faire le sacrifice, eh bien, vous n'allez pas vraiment faire de la recherche, quel que soit le niveau. C'est sacrifice de temps, sacrifice d'énergie, sacrifice de tout. Il y a aussi, c'est le fruit de la patience. De la patience, que ce soit vous êtes en niveau licence, master, doctorat. Donc, si vous n'êtes pas patient, vous pensez que dans un jour, vous pouvez tout traiter. Donc là, à ce moment, et ce ne sera pas facile. Et puis, ça demande un peu beaucoup de discipline, beaucoup de motivation. Et concernant les fondements de la thèse, en rapport à notre expérience, donc nous arrivions au moins à dégager des fondements à quatre niveaux, quatre catégories ou bien quatre séries de fondements. Et dans un premier temps, vous avez le fondement problématique de la thèse, le fondement théorique et empirique, le fondement opérationnel et le fondement empirique, c'est-à-dire le travail de terrain. Dans un premier temps, le fondement problématique, c'est l'ossature même de la thèse. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas continuer. Et comme nous disons toujours aux étudiants en licence, c'est pour la première étape, pour faire un travail de recherche, il faudrait être capable d'identifier le problème. Dans notre cas, eh bien, nous devrions au moins d'identifier le problème basé sur la pauvreté en Haïti, le budget de l'État et la pauvreté extrême. Donc, ça nous a pris 6 mois pour chercher à identifier le problème. Donc, quand on dit l'identification d'un problème en thèse ou bien en recherche, ce n'est pas une simple observation. Ce n'est pas une simple observation. Vous avez fait une observation et puis de là, vous dites que le problème est identifié. Non. Le problème doit être identifié dans un cadre théorique. Le problème doit être identifié dans un cadre empirique. C'est-à-dire, le problème est là, voici les grandes théories sur la question, voici les différents travaux qui ont été déjà réalisés. Malgré ça, le problème persiste. Et là, vous-même, en tant que chercheur, vous dites qu'il y a un aspect qui n'est pas encore abordé, qui n'est pas encore cuisiné. Moi-même, j'aimerais explorer cet aspect-là. Et à ce moment-là, vous avez une problématique bien documentée. Donc, on a dit 6 mois, mais pour faire une très bonne problématique, eh bien, vous avez une très bonne partie de la bibliographie. Une très bonne partie de la bibliographie. Des fois, vous avez déjà une bibliographie entre 15 et 20 de pages déjà.
Parce que l'identification du problème, le fondement et problématique même de la thèse, ça prend du temps. Alors moi-même, j'arrive à le faire en 6 mois, mais cependant, il y en a des étudiants qui sont en thèse, ils ont passé déjà 1 an, ils n'ont pas encore la problématique de la thèse. La problématique de la thèse. Et une fois que vous avez la problématique de la thèse, on passe dans les fondements théoriques et empiriques. Et là, on va faire un état des connaissances du sujet. Et quand on dit état de connaissances ou encore état de l'art, ou encore la recension des écrits, ça prendra du temps parce que vous n'allez pas dire ce que les autres ont dit seulement. Il faut présenter les différents travaux dans un cadre théorique, dans un cadre empirique qui ont déjà réalisé sur le sujet et les limites. Il faut faire ressortir les limites. Il ne faut pas dire qu'il y a telle théorie qui a dit ceci, telle théorie a dit cela, mais ça demande en quelque sorte de présenter les différents travaux, les théories et aussi présenter leurs limites. Et quand on n'a pas vraiment, on ne peut pas présenter les limites des différentes théories, donc on n'est pas vraiment dans la recherche. Et là, nous avions un calendrier de 12 mois pour le faire. Et Dieu merci, on a respecté le calendrier, le budget de l'État et pauvreté extrême dans le contexte haïtien. Et troisième fondement important, c'est le fondement opérationnel. Donc, si dans les fondements théoriques et empiriques, on est au niveau de l'état de l'art, état des connaissances ou la recension des écrits, mais il faudrait aussi opérationnaliser les concepts dans le contexte de l'étude. Dans le contexte de l'étude. Et le contexte de l'étude, c'est Haïti, même si on est dans une dimension ontologique où l'étude est présentée dans la vision du monde, mais il faudrait opérationnaliser dans le contexte. On l'a fait, on a opérationnalisé les 2 concepts, budget de l'État et pauvreté extrême, et là, dans un calendrier de 6 mois. 6 mois. Et puis la troisième partie, c'est la validation empirique de la thèse. La validation empirique, il faut aller sur le terrain. Aller sur le terrain, et dans un premier temps, avant d'aller sur le terrain, il faut un protocole de recherche. On a un protocole de recherche, on a des instruments. Et dans mon cas, j'avais 2 instruments. Un instrument qui s'appelle les grilles de collecte des données et un deuxième instrument qui s'appelle grille d'entretien. Grille d'entretien parce que la recherche est orientée vers le qualitatif, mais nous avions utilisé vers le quantitatif, mais nous avons utilisé l'approche qualitative pour compléter les résultats de terrain. Et à ce moment-là, on a des outils pour aller sur le terrain. On avait un calendrier pour collecter les données, que ce soit les données avec la grille de collecte ou le questionnaire, que ce soit des données avec la grille d'entretien. Eh bien là, on a trouvé des informations. Là, il faudrait passer entre 8 à 12 mois pour les traiter, les analyser et les interpréter, tout ça. Donc, troisième partie importante dans la thèse, c'est les exigences. Bon, on a terminé avec les fondements, on prend les exigences. Là, on a encore, et il faudrait développer à ce niveau 4 niveaux de capacité. 4 niveaux de capacité. Et le premier niveau de capacité, c'est la capacité de lecture critique, de synthèse et rédactionnelle. C'est comme ça que j'appelle ça, suivant mes expériences. Capacité de lecture critique. Il faudrait au moins à chaque texte scientifique que vous avez, parce que vous auriez toute une kyrielle de textes et des travaux empiriques à consulter. Généralement, c'est des articles scientifiques publiés, c'est des thèses publiées, c'est des rapports aussi publiés par les institutions internationales dans mon cas.
Et à ce moment-là, il faudrait, chaque texte que vous avez, être capable de faire une lecture critique. Qu'est-ce que j'entends par lecture critique? Dans un premier temps, il faudrait être capable de déterminer l'objet de l'étude, de répondre à 4 questions. Il y a 4 questions clés. La première question, c'est quoi? C'est quoi? Avec la question quoi, j'arrive à détecter l'objet de l'étude. Deuxième question, c'est pourquoi. Avec la question pourquoi, j'arrive à cerner la problématique du texte. Et troisième question, c'est comment. Avec la question comment, j'arrive à cerner la méthodologie du document. Et quatrième question, quels sont les résultats? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Et là, on arrive à trouver les résultats. Donc, avec un texte, lecture critique, là, on peut cerner l'objet de l'étude, la problématique, la méthodologie, les résultats. Ça permet de faire la lecture critique. Et non seulement de faire la lecture critique, aussi de faire la synthèse. La synthèse. Parce que si vous allez citer un document, ce n'est pas des phrases toutes faites qu'on va citer, c'est l'idée. Il faudrait avoir la capacité de synthèse et aussi la capacité rédactionnelle. Il faut être en mesure d'être capable de formuler, de traiter, de formuler des phrases et des paragraphes, etc. Deuxième capacité, c'est la capacité de faire le passage du projet à la thèse. Il y en a des étudiants ou bien des collègues qui sont en thèse, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ils sont toujours en thèse. Ça fait 5 ans, ils sont toujours en thèse. C'est des gens qui ne sont pas capables de faire le passage du projet à la thèse. Et on a le projet, et si on a le projet, comment peut-on implémenter le projet pour arriver à la réalisation? Et troisième capacité, c'est la capacité d'une bonne maîtrise méthodologique. Une bonne maîtrise méthodologique parce que c'est un travail très, très, très exigeant. On ne doit pas faire n'importe quoi. Il faut maîtriser les règles. Comme on dit à l'IUS, il faut maîtriser les règles. Et quand on fait la maîtrise des règles, on peut sans problème réussir à présenter ou bien à réaliser l'état de l'art, la validation empirique de la thèse. Et quatrième capacité, c'est la capacité de collecter, analyser, interpréter les résultats statistiques descriptifs et inférentiels. Là, je dis une chose, il faut être capable de collecter, analyser, interpréter à travers des statistiques descriptives. Quand on fait les statistiques descriptives, vous ne pouvez pas encore valider les hypothèses. Ça ne donne pas de possibilité de valider les hypothèses parce que les statistiques descriptives donnent des idées, les choix que vous avez faits en termes de moyenne, en termes de variance, en termes, etc. C'est des statistiques descriptives. Si on étudie une population, on peut déterminer le profil des répondants à travers des statistiques descriptives, mais on n'a pas encore la possibilité de valider les hypothèses. Il faut pousser les analyses avec des statistiques inférentielles. Parce que quand on arrive aux statistiques inférentielles, ça va permettre en quelque sorte, de trouver des tests statistiques. On parle de tests statistiques. Si on est en MCO, modèle des modes carrés ordinaires, on pouvait calculer les T-students, les statistiques de students, pour essayer de voir les significations des facteurs. Si on veut faire une étude de corrélation, les significations sont importantes. Maintenant, si on est dans d'autres modèles, comme moi-même, je suis dans le modèle de régression logistique multinomiale, à ce moment-là, on ne doit pas utiliser les tests de students. Il faudrait utiliser les tests statistiques de McFadden. Et il faudrait aussi réaliser l'analyse ACM, analyse en composantes et multiples. Donc voilà, et puis maintenant, autre partie pour terminer, c'est le parcours académique.
Donc, j'arrivais plus ou moins aujourd'hui vers la fin parce qu'il y avait dans un premier temps une préparation, et une double préparation. Préparation générale et préparation académique. Donc, pour écrire, pour au moins avancer, il faudrait une double préparation, générale et académique. Quand on dit générale, si vous avez eu le temps de participer dans un cours de français, vous avez eu le temps de participer dans un cours d'informatique, vous avez eu le temps de participer dans d'autres trucs, ça pourrait aider. Dans mon cas, j'ai commencé à écrire en 2019. En 2019, j'avais publié un essai. 2020, un deuxième essai. Pour 2021, 2022, 2023. J'avais aussi publié plus ou moins des articles, pas des articles scientifiques, dans le journal Le Nouvelliste. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, pour faire une thèse, il faut une bonne étude de master. Ça, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui est dans les études de master, et puis vous jouez avec l'étude, vous êtes dans une étude de licence, vous jouez avec l'étude, ce n'est pas trop facile. Par exemple, je viens de réaliser un séjour doctoral au Canada. Quand j'ai parlé avec les doctorants, ils m'ont dit que au Canada, pour continuer avec la thèse, il faut au moins 1 an et demi de cours et il faut passer à 3,5 sur 4. À 3,5 sur 4, c'est plus que 85. Si on n'a pas 85 pour les cours, ça signifie que vous n'avez pas de capacité pour avancer avec la thèse. Et deuxième exigence importante, c'est la présence active dans les activités doctorales. Là, quand on est en thèse, dans l'approche européenne, il y a des activités doctorales. Il y a des activités doctorales et quand on a des activités doctorales, eh bien, il faut une présence active. Une présence active signifie qu'il y a des séminaires qu'on donne et vous êtes toujours là, vous êtes toujours dans les séminaires. Et si on est toujours là dans les séminaires et on participe dans les différentes convocations, et puis là, ça rentre dans le parcours académique. Et puis, autre chose, quand on fait la thèse, on est dans un univers vraiment dans la vision du monde, il faut aller vers l'autre. Avec ça, moi-même, j'ai participé dans des séjours, que ce soit en France, que ce soit au Canada, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en France, il y avait vraiment un très bon, j'ai été dans un très bon centre de recherche. Là, on fait de la recherche extrêmement quantitative. C'est des recherches quantitatives où les doctorants commencent à modéliser dès le premier chapitre. Si on a 4 chapitres dans la thèse, on a 5 chapitres. Dans tous les chapitres, il y a un modèle. Et ceci est un modèle différent. Donc, j'arrive à échanger avec les chercheurs, les doctorants, ça m'a beaucoup aidé. Quand je suis arrivé là-bas au Canada, là, je suis dans un centre où on fait et la recherche quantitative et la recherche qualitative. Là encore, ça nous a beaucoup aidé et c'est surtout dans notre cas. Alors, pour finir, je partage avec vous pour terminer 5 leçons qu'on a pu tirer de la thèse, 5 leçons qu'on arrive à tirer de la thèse. La première leçon est tirée. Le travail même de la thèse, c'est un travail construit. Et quand on dit c'est un travail construit, c'est-à-dire c'est un travail qu'on arrive à réaliser en affrontant les défis et les menaces. Et ça demande une grande motivation, surtout nous autres à Haïti. Quand vous étudiez, il y a des défis, il y a les menaces. Les défis, c'est à l'intérieur, les menaces, c'est à l'extérieur. Deuxième leçon, c'est le choix de bon directeur de thèse, comme mentor. Moi-même, Dr. Fred Selimène est là, c'est un très, très, très bon mentor. Il a partagé ses expériences, il m'a aidé.
Et il n'a pas gardé la balle dans son camp. Il n'a pas gardé la balle dans son camp. J'ai essayé de parler avec les étudiants canadiens. Et quand on envoie, généralement, il envoie des textes. Ça peut arriver, on prend des temps. Les directeurs de thèse prennent beaucoup de temps parce que c'est des gens très engagés pour pouvoir réagir. Et des fois, c'est un peu démotivant pour les doctorats. Moi-même, ce n'était pas mon cas. J'avais vraiment un mentor et il a été avec moi pour faire la route. Vous avez besoin de quelqu'un pour faire la route avec vous. Le respect méticuleux des règles méthodologiques. Voilà, c'est important. Donc, les règles méthodologiques, c'est un peu contraignant. De temps en temps, on arrive à voir est-ce qu'on respecte les règles. Quatrième leçon, c'est la discipline dans la gestion du temps et dans le respect des délais. On a 6 mois pour faire la méthode, pour présenter la problématique de la thèse. Ce n'est pas 8 mois. Ce n'est pas 10 mois, ce n'est pas 12 mois. Ou du moins, ce n'est pas 2 ans. Ce n'est pas 2 ans. Donc, on respecte les délais dans la gestion du temps. Et puis, 5e leçon, c'est la thèse, c'est un véritable exercice académique. Avec un véritable exercice académique, avec de grandes valeurs ajoutées. Quand on fait la thèse pendant 3 ans, on apprend. On apprend beaucoup de choses. Et des choses qu'on n'avait pas une maîtrise au niveau de master. Et bien là, on devient vraiment un véritable chercheur. On est allé à la conquête. Donc voilà en gros et mes expériences pendant la rédaction de la thèse que je partage avec vous. Merci de votre écoute. Je vois qu'il y a un très grand nombre de participants. Et maintenant, je suis à votre disposition. Je remets au maître de cérémonie, c'est le docteur Fred Selimène. Et puis moi-même, je suis à votre disposition pour les questions, les commentaires et autres. Merci beaucoup, je vous remercie.